بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une série de vidéos sur le module traitement de signal. Toujours, on va commencer par une introduction, comme toujours. Donc, série de vidéos sur le module traitement du signal. Nous avons la perception d'un signal est proportionnelle au caractère acceptable, non dérangeant du contenu. Edgar Morin. Mais qu'est-ce qu'un signal? La grande question, c'est bien est-ce qu'on va utiliser le temps ou bien la fréquence? Donc, selon ce que l'on veut faire, on travaille indifféremment dans l'un ou l'autre espace. Donc, selon ce qu'on veut faire, on travaille indifféremment dans l'un ou l'autre espace. Nous avons un espace temporel. En utilisant la transformée de Fourier, on passe au espace fréquentiel, ou bien l'inverse, l'espace fréquentiel. En utilisant Fourier inverse, on passe au espace temporel. Donc, ce sont deux représentations d'un même signal. Un certain nombre d'outils sont disponibles pour changer d'espace. Premièrement, soit en utilisant les séries de Fourier, ou bien la transformée de Fourier, ou bien la transformée de Fourier à fenêtre, ou bien la transformée en ondelette, etc. Donc, un certain nombre d'outils sont disponibles pour changer d'espace. Série de Fourier, transformée de Fourier à fenêtre, transformée en ondelette, etc. Maintenant, on passe classification des signaux. La classification des signaux en catégories peut sembler à première vue théorique, mais pour chaque rubrique de signaux, on définira des traitements bien particuliers. On peut faire une classification déterministe aléatoire. Nous avons que certains outils sont bien adaptés pour manipuler les signaux déterministes et d'autres sont mieux adaptés pour les signaux aléatoires. On va commencer par les signaux déterministes. Donc, ce sont des signaux dont l'évolution en fonction du temps est prévisible par un modèle mathématique approprié. Exemple, les signaux de test, d'étalonnage, etc. Ou bien, deuxième type de classification, c'est les signaux aléatoires. Les signaux aléatoires, ce sont des signaux qui ont un caractère non reproductible et imprévisible. Par exemple, les signaux issus de capteurs, de détecteurs ou encore la parole. Deuxième type de classification, c'est bien la classification énergétique et puissance. Donc, quel que soit le signal, on peut définir l'énergie du signal si elle existe ou la puissance moyenne si elle existe. Nous avons que x de t en valeur absolue élevée au carré correspond à une énergie instantanée et l'énergie de x qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré en valeur absolue de t correspond à l'énergie du signal. Donc, c'est la somme de toutes les énergies instantanées. Bien sûr, avec la puissance moyenne, P de x égale, c'est la limite de 1 sur grand T, quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Nous avons la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Remarque, les signaux tels que l'énergie E de x compris entre 0 et l'infini sont des signaux à énergie finie. La puissance, elle est nulle. Par exemple, les signaux transitoires ou bien les signaux tels que la puissance, elle est compris entre 0 et l'infini sont des signaux à puissance moyenne finie. C'est-à-dire que l'énergie, elle tend vers l'infini. Par exemple, les signaux permanents comme les signaux périodiques ou encore les signaux aléatoires permanents. Autre type de signaux, on va commencer par la distribution de Dirac. Dirac de T, elle a pour propriété que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T dt égale à 1.
On peut trouver de nombreuses représentations de la distribution de Dirac. On suppose que epsilon tend vers 0. Deuxième type de signaux particuliers en traitement de signal, c'est bien la peignée de Dirac, le penny de Dirac. Un penny de Dirac représente une suite d'impulsions de Dirac décalées dans le temps. Le penny de Dirac est défini par la relation suivante, penny de t égale une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins k fois t. Maintenant, on passe les signaux nuls à gauche ou bien les signaux causaux. On va commencer par l'échelon unité. Nous avons que la figure représente l'échelon unité U de t. On remarque que la dérivée de l'échelon par rapport au temps, ça donne Dirac de t. Et donc, les distributions tempérées sont infiniment dérivables ou bien intégrables. Exemple, pour spécifier que le signal x de t est nul pour les temps négatifs, on peut définir un nouveau signal, x de t multiplié par u de t, ou bien pour rendre notre signal causal défini que la partie positive. Nous avons aussi troisième type de classification, c'est bien la classification continue ou bien discrète. Exemple de représentation continue. C'est ce signal, bien sûr, donc c'est un signal continu. Exemple de représentation discrète, dans ce cas, la fonction est définie par une suite d'échantillons. L'intérêt de la représentation discrète, c'est le passage dans le monde numérique. Nous avons aussi un autre type de classification ou bien représentation, c'est la représentation vectorielle des signaux. L'intérêt d'une représentation vectorielle, c'est qu'un signal peut se décomposer selon une combinaison linéaire de fonctions connues. Nous avons développement en série de fonctions orthogonales. C'est simplifier considérablement les calculs. Un simple produit scalaire permet d'obtenir un coefficient. Le produit scalaire, c'est la base du traitement de signal. Donc, nous avons x1, x2. Le produit scalaire entre x1 et x2, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de x1 de t par x2 conjugué de t dt. Maintenant, nous avons l'approximation de x de t. L'idée est de chercher l'approximation d'une fonction par un ensemble de composantes connues. On peut approcher x de t par x chapeau de t, défini comme étant la somme pondérée de fonctions. Nous avons x chapeau de t, c'est la somme de i variable 1 jusqu'à plus l'infini de ai par phi de i. L'erreur quadratique donne une mesure absolue de l'approximation. Nous avons epsilon, c'est la valeur absolue de x moins x chapeau élevé au carré. Donc, c'est un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t moins x chapeau de t élevé au carré dt. Nous avons aussi le théorème de Perceval. Le théorème de Perceval, c'est pour la conservation d'énergie. Sachant que l'énergie du signal x de t est égale à la somme des énergies de chacune de ses composantes et ne dépend pas de son mode de représentation. Ce résultat important est très utilisé en traitement de signal. Donc, nous avons le module de x élevé au carré, c'est la somme de i variable 1 jusqu'à n de ai en valeur absolue élevé au carré. Donc, le module au carré, c'est la somme de i variable 1 jusqu'à n de la valeur absolue de ai élevé au carré. Concrètement, l'énergie d'un signal calculé en temporel est identique à celle calculée en fréquence, ne dépend pas du mode de représentation. Maintenant, on passe à la série de Fourier. Nous avons x chapeau de t, c'est la somme de i variable de 0 jusqu'à plus l'infini de ai multiplié par phi de i. Si on va prendre phi de k qui est égal à exponentielle ik oméga t, c'est une fonction orthogonale bien adaptée aux fonctions périodiques. Comme ak, c'est un produit entre x et phi k, alors les coefficients ak, c'est 1 sur grand t, un intégral qui varie de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, de x de t par exponentielle moins ik oméga t dt. Le signal à gauche peut être décomposé en une somme de sinus, cosinus à droite.
Pour la décomposition en série de Fourier d'un signal rectangulaire, donc dans la première figure, nous avons un seul terme, le fondamental. Deuxièmement, le fondamental est la première harmonique. Troisième, le fondamental et les deux premières harmoniques. Dans la quatrième, nous avons le fondamental et les trois premières harmoniques. Nous avons un problème de convergence pour les signaux à variation rapide, ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Dans la première figure, c'est l'approximation à l'ordre 10. Dans la deuxième, nous avons une approximation à l'ordre 50. Donc, le cas d'une rampe pour n égale à 10 et pour n égale à 50. L'ordre d'approximation, bien sûr. Quelles sont les conséquences du phénomène de Gibbs? Comme le signal que l'on étudie n'est pas dans l'intervalle de temps de moins l'infini à plus l'infini, il peut y avoir une transition rapide au début et à la fin du signal, quel que soit le signal. Pour éviter ce phénomène, il faut éviter les transitions rapides sur les bords. L'utilisation du fenêtrage. On multiplie le signal par une fenêtre douce comme Hamming, Hanning, Blackman, Kaiser, etc. Donc, vous avez dans le signal rouge, c'est le signal de départ. En vert, c'est bien la fenêtre de Hanning. En mauve, c'est bien le signal pondéré. Voici un autre exemple de fenêtre. En bleu, nous avons la fenêtre rectangulaire. En noir, c'est la fenêtre de Hamming. En rouge, c'est la fenêtre de Kaiser. Maintenant, on passe aussi à la transformée de Fourier, qui est un passage de domaine temporel, domaine fréquentiel pour les signaux non périodiques. Donc, X, c'est la somme de I de AK phi K. Bien sûr, avec AK, c'est 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 plus T sur 2 de X de T par exponentielle, moins IK oméga T dt. Puis, l'on passe à la limite pour T tend vers plus l'infini. On obtient que X chapeau de V, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T par exponentielle moins 2 pi IVT dt. Donc, c'est construction de notre signal. Pour la reconstruction, on obtient X de T, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de X au chapeau de V exponentielle 2 pi IVT dV. Donc, c'est la reconstruction. X chapeau de V, c'est la représentation spectrale de X de T. Nous avons aussi que la transformée de Fourier est bien adaptée pour tous les types de signaux périodiques ou bien non périodiques. On trouve dans la transformée de Fourier le spectre unilatéral et bilatéral. Unilatéral, c'est-à-dire il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Unilatéral, de 0 à plus l'infini. Spectre bilatéral. Attention, la théorie n'interdit pas les fréquences négatives et l'énergie du signal est donc représentée dans les deux raies. Pour le spectre unilatéral, le spectre du signal n'est que positif et pour conserver l'énergie, l'arrêt a une valeur double. Voici quelques exemples de transformées de Fourier pour le signal rectangulaire d'amplitude A de période grand T, centré 0 A pour transformée de Fourier. C'est AT, c'est l'amplitude fois la période, sinus PFT sur PFT. Pour le sinus cardinal d'amplitude de F0, de période 1 sur F0, A pour transformée de Fourier, S de F. Donc on aura ces 2 pi F0, sinus 2 pi F0t sur 2 pi F0 pour un signal, porte d'amplitude égale à 1 et période égale à 2 F0. Pour l'impulsion de Dirac, c'est une constante. Donc, S de t qui est égal à K, Dirac de t, A pour transformer de Fourier égale à K. Pour la pénie de Dirac, nous avons S de t, c'est la somme de Dirac de t moins kt et delta t. K varie de moins l'infini à plus l'infini. A pour transformer de Fourier. 1 delta t, une somme de K varie de moins l'infini à plus l'infini. Dirac de f moins K delta t.
Donc, pour le signal S de t qui est égal à cosinus de pi f0t, A pour transformer de Fourier grand A sur 2 Dirac de f moins f0 plus grand A sur 2 Dirac de f plus f0. Pour notre signal sinus, nous avons S de t qui est égal à 1 sinus de pi f0t, A pour transformer de Fourier deux impulsions d'amplitude A sur 2i Dirac de f moins f0 et moins A sur 2i Dirac de f plus f0. Maintenant, on passe à l'intégrale de convolution. Donc, considérant le produit d'une fonction f de t par une impulsion d rectangulaire, on suppose que d a une largeur tau petite devant la variation de f de t. Donc, le produit f de t par dt moins t0 est égal à la fonction au point t0, donc soit f de t0. Si on va multiplier f de t par d de t moins t0, on obtient f de t0 par d de t moins t0, sachant que f de t0, c'est le poids de l'impulsion de d. Cette opération correspond à échantillonner f de t par une impulsion rectangulaire. Maintenant, avec l'intégrale de convolution, on va voir l'approximation d'une fonction par une suite d'impulsions rectangulaires. Si on va considérer deux fonctions rectangulaires, R de taux 0 de t de largeur tau normalisée en amplitude, R taux de t qui est égal à 1 sur tau, R tau 0 de t de largeur tau normalisée en surface. On peut approcher f de t par f approximé de t, sachant que f approximé de t, c'est la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, de f k tau par r de tau t moins k tau fois tau. Maintenant, si on va faire tendre tau vers 0, on obtient que f approximé de t, c'est une somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, de f k tau par grand R, tau dt moins k tau par tau. Dans ce cas, R tau de t tend vers Dirac de t et k tau tend vers 0. Donc, dans cette façon, on obtient l'intégrale de la convolution. F de t qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de tau Dirac de t moins tau d tau. Sachant que f de t, c'est une somme continue de distribution de Dirac, pondérée et décalée dans le temps. Nous avons que ce produit de convolution est également noté f, qui est égal à f convolué avec Dirac. La mesure de Dirac joue le rôle d'unité par le produit de convolution. On va s'arrêter ici dans cette vidéo et dans la prochaine, Inch'Allah, on va voir, on va terminer la suite. Les filtres linéaires et le produit de convolution. Donc, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.